tu regardes le ciel nocturne. Waouh! Pendant une grande partie de notre histoire, nous avons cherché la vie parmi ces étoiles et les planètes qui tournent autour. Mais l'espace a aussi des yeux, et il y a peut-être quelqu'un là-haut qui nous regarde. Les scientifiques affirment qu'au moins 29 planètes lointaines pourraient nous observer en ce moment même. Alors recoiffe-toi et affiche ton plus beau sourire. Jusqu'à présent, nous avons identifié dans la Voie lactée au moins 1715 systèmes d'étoiles voisines qui pourraient détecter notre planète avec des télescopes conventionnels. Ces étoiles sont situées dans notre galaxie, donc si elles pointaient leur télescope vers notre Soleil, tôt ou tard, elles verraient un petit point qui passe entre notre étoile natale et l'observateur. C'est ce qu'on appelle un transit. C'est une méthode de détection des planètes en astronomie. Tu peux d'ailleurs observer les phénomènes de transit directement chez toi avec un télescope. Tu dois le pointer vers le Soleil et attendre. Ensuite, tu verras Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil, et maintenant, tu la vois comme un petit point. Le processus de transit de Mercure peut durer environ 5 heures. Et ce phénomène se produit environ 14 fois par siècle. Tu pourras observer le prochain transit le 13 novembre 2032. Marque-le bien dans ton agenda. De même, tu peux observer Vénus, la deuxième planète la plus proche du Soleil. Mais comme elle est plus éloignée, ces transits sont moins fréquents. Les derniers ont eu lieu en 2004 et 2012. Les deux prochains sont attendus en 2117 et 2125. Nous ne serons probablement plus là. Ces systèmes stellaires ont donc la possibilité d'observer notre planète. Mais les télescopes à longue portée fonctionnent un peu différemment. En fait, l'observateur ne verra pas un point noir avec le Soleil en arrière-plan. Le télescope mesurera la luminosité de notre étoile. Lorsque la Terre commencera son transit entre le Soleil et l'observateur, le télescope enregistrera une légère baisse de la luminosité de l'étoile, car notre planète bloquera la trajectoire des rayons du Soleil. Les scientifiques de ces civilisations extraterrestres lointaines pourront calculer cette baisse de luminosité et déterminer la taille de notre planète. Mais les plus de 1700 systèmes stellaires ne sont pas tous susceptibles d'abriter une vie extraterrestre. Les scientifiques ont réduit ce nombre à 29 planètes situées près de certaines de ces étoiles. Elles sont potentiellement habitables. Cela signifie que ces planètes ont à peu près la taille de la Terre et se trouvent dans la zone habitable de leur étoile hôte. Cela signifie qu'elles ne sont pas trop proches de l'étoile, donc il n'y fait pas trop chaud pour une vie potentielle. L'eau ne s'y évapore pas comme dans une marmite bouillante. Elles ne sont pas non plus trop éloignées, donc il ne fait pas trop froid, et l'eau ne gèle pas en d'épaisses couches de glace. Et comme l'eau est la source de la vie, nous pouvons supposer que la civilisation pourrait y exister. En théorie, ces planètes ont pu observer des transits de la Terre au cours des 5000 dernières années. Donc pendant que nous construisions les pyramides de Gizeh ou Stonehenge, une civilisation extraterrestre nous observait peut-être. L'une de ces planètes se trouve à seulement 11 années-lumière de nous. Près de l'étoile Ross 128, une naine rouge dans la constellation de la Vierge, se trouve une exoplanète qui fait environ 2 fois la taille de la Terre et qui se trouve en plein dans la zone habitable de son étoile hôte. En théorie, les habitants de cette planète pourraient voir la Terre transiter régulièrement devant le Soleil pendant 2000 ans. Mais il y a environ 900 ans, la planète a perdu sa position et ne peut plus continuer à observer. L'autre planète depuis laquelle on peut voir la Terre transiter se trouve à 12,5 années-lumière, près de l'étoile appelée Teegarden. La fenêtre pour observer notre planète s'ouvrira là-bas dans environ 29 ans. Nous misons beaucoup sur le système stellaire TRAPPIST-1. Il abrite au moins 7 exoplanètes, presque comme notre propre système solaire. Et 4 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de l'étoile. Mais elles ne pourront commencer à observer la Terre que dans 16 siècles. Mais nous pouvons d'ores et déjà essayer d'entrer en contact avec ces planètes. Elles sont toutes assez proches de nous pour capter nos signaux radio. Les ondes radio peuvent voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière, et notre planète émet des signaux radio de façon continue depuis 1895. Nous sommes donc un peu comme des voisins bruyants dans le spectre radio. S'il y a quelque part une planète avec une civilisation intelligente à moins de 125 années-lumière de nous, notre bruit radio les aurait déjà atteints. Le seul problème est qu'il faudrait à peu près le même temps pour obtenir une réponse de cette civilisation.
L'autre problème de la radio est que toute civilisation l'utilise pendant une période relativement courte. Même aujourd'hui, sur Terre, nous utilisons davantage le Bluetooth et la fibre optique que la radio, sauf peut-être pour les bulletins de circulation. Et avec le temps, tout le bruit radio que nous créons disparaîtra tout simplement. De plus, la communication radio suppose qu'une civilisation extraterrestre soit suffisamment avancée pour utiliser cette technologie. Mais qui sait, il y a peut-être des formes de vie dans l'espace qui sont vraiment différentes des nôtres. Nos signaux radio auraient déjà pu atteindre cette planète, mais ses habitants ne sont tout simplement pas capables de les recevoir. Et dès que ces formes de vie construiront des antennes pour recevoir le signal, nous ne les émettrons plus. Mais nous ne perdons pas espoir, et nous envoyons même des signaux radio cryptés dans l'espace pour communiquer avec des civilisations extraterrestres. En 1974, nous avons envoyé le message d'Arecibo dans l'espace interstellaire. Si une civilisation parvient à le déchiffrer, elle obtiendra un rectangle comme celui-ci. Il contient toutes les informations sur l'humanité. En haut, il y a notre système de numérotation, puis les numéros atomiques, et puis notre ADN, qui est illustré ci-dessous. Puis l'être humain lui-même, bien sûr. En dessous se trouve un diagramme de notre système solaire. La Terre, la troisième planète, en partant du Soleil, est légèrement surélevée. C'est ainsi que la civilisation extraterrestre comprendra de quelle planète provient ce message. Ci-dessous se trouve un diagramme du radiotélescope d'Arecibo lui-même. Une autre option pour transmettre un message à une planète lointaine est d'y envoyer littéralement un courrier. Il pourrait s'agir d'une sonde spatiale, et nous l'avons déjà fait. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Elles ont été lancées en 1977 et sont toujours opérationnelles. En 2012, Voyager 1 est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme dans l'espace interstellaire. Il voyage vers des étoiles lointaines et transporte un message écrit sur un disque d'or. Le disque contient des salutations dans 55 langues de la Terre, beaucoup de musique provenant de différentes parties de notre planète, des sons différents comme le bruit de l'océan, des voix humaines et des sons d'animaux. De plus, il y a 116 images sur le disque, comprenant des photos de personnes et de paysages terrestres. Sur ces images, il y a des informations sur le Soleil et notre ADN. Le boîtier du disque contient des instructions et une aiguille pour lire le disque. Il y a aussi une carte des pulsars de notre galaxie pour que les astronomes d'une civilisation extraterrestre puissent trouver notre système solaire. Le principal inconvénient d'envoyer un message de cette façon est le temps. Voyager 1 atteindra son premier arrêt, l'étoile Gliese 445, dans 40 000 ans. Voyager 2 atteindra l'étoile Ross 248 dans 42 000 ans. Et dans environ 296 000 ans, il dépassera Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. De plus, une civilisation extraterrestre peut nous détecter avec des calculs et des formules. Il suffit d'observer un peu le Soleil. Dans les systèmes stellaires avec des planètes, l'étoile haute ne reste pas immobile, elle tourne autour d'une petite orbite. C'est parce que l'étoile lourde attire la planète. Mais la planète a aussi sa propre gravité et résiste. Cela déplace un peu l'étoile et la fait tourner sur son orbite. Une civilisation extraterrestre peut calculer ce déplacement du Soleil et déterminer la masse des planètes proches de l'étoile. En utilisant une telle méthode, les astronomes ont pu trouver 548 exoplanètes. Supposons que nous ayons établi un contact avec une civilisation extraterrestre près de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Il y a bien une exoplanète là-bas, mais les radiations de l'étoile haute détruiraient toute forme de vie. Mais imaginons que nous recevions quand même un signal de retour. Ce serait la conversation la plus lente de l'histoire, car notre message mettrait 4,2 années pour atteindre la planète, et nous devrions attendre encore 4,2 années pour recevoir une réponse. Bref, nous avons résolu de nous rencontrer. Cette civilisation ne sait pas comment voler dans l'espace. Nous devons donc faire le premier pas. Bien que Proxima Centauri soit l'étoile la plus proche du système solaire, il faut environ 73 000 ans pour y aller avec une fusée conventionnelle. Nous devons donc apprendre à voyager à la vitesse de la lumière. Mais même dans ce cas, il faudrait encore 4,2 années pour y aller. Imaginons que nous trouvions une vie extraterrestre de l'autre côté de la Voie lactée. Notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Le voyage d'un bord à l'autre prendrait donc 100 millénaires.
Nous devons donc soit tricher avec les lois de la physique, soit transférer toute la civilisation humaine dans un vaisseau spatial géant qui voyagera d'étoile en étoile pendant des milliers d'années. Et lorsqu'il décollera de la Terre, seuls les lointains descendants du premier équipage pourront voir un autre système stellaire depuis le hublot du vaisseau spatial. On a découvert Kepler 22b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin ? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile. Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler 22. Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale. D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre. On sait désormais que Kepler 22b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillions de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler 22, l'étoile de Kepler 22b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler 22b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre, même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie ? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux, nos chiens et nos chats, devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement. Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts. Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées. Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler 22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler 22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler ? Non. Comme dit précédemment, l'étoile Kepler 22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler 22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre. En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil, ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler 22b peut tourner autour de son étoile sur le côté, comme par exemple Uranus. Quoi, tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté ? Et qu'elle avait aussi des anneaux ?
Oui, Uranus a aussi des anneaux, comme Saturne, mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler 22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier, pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'étés bouillants. Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler 22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage, car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années. Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ces flaques d'eau à se répandre sur toute la planète. Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie. Donc, si Kepler 22b a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ -11 degrés Celsius. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22 degrés Celsius, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel, donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce ? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler 22b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse, ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune, ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson, jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines ? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler 22b s'avère être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas. Ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur, car il fait plutôt froid sous terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler 22b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler 22b. Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique. Bien que nous puissions nous considérer comme une civilisation avancée, après avoir réussi à observer les 8 planètes de notre système solaire et leurs 200 lunes, nous n'avons en réalité qu'une vague idée de ce qui s'y trouve. À tel point qu'il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait y avoir une planète supplémentaire dans notre système solaire. Les scientifiques l'appellent planète X ou planète 9. Ce monde non découvert pourrait être caché bien au-delà de Neptune. Les astéroïdes et les planètes naines de cette zone ont des orbites modifiées étrangement inexpliquées. Et la planète X pourrait en être la raison. Les légendes autour de cette mystérieuse planète ont commencé il y a plus de 100 ans avec un passionné de l'espace appelé Percival Lowell. En plus d'avoir une moustache impressionnante, il était aussi très riche. Il a utilisé sa fortune pour construire un observatoire en Arizona qu'il a ensuite consacré à l'étude des mouvements étranges d'Uranus et de Neptune. Leurs forces gravitationnelles sont plus lentes que celles de toutes les autres planètes de notre système solaire, presque comme s'il y avait un objet géant caché qui les tirait hors de leur trajectoire.
En 1906, Lowell a théorisé qu'il pourrait y avoir une autre planète au-delà de Neptune. Elle serait probablement à l'origine de ces étranges phénomènes cosmiques. L'homme a appelé ce potentiel corps céleste la planète X. En 1930, Pluton a été découverte par Clyde Tombaugh dans l'observatoire de Lowell. Il semblait enfin que les gens avaient une explication pour les modèles orbitaux étranges. L'équipe de Lowell était sur un nuage après la découverte, mais leurs célébrations ont été de courte durée. Ils ont vite découvert que Pluton était bien trop petite pour avoir un tel effet sur les planètes environnantes, et elle était aussi trop éloignée d'elles. Il a donc fallu se remettre au travail. La planète X, si elle existe, ferait 10 fois la taille de la Terre et 4 fois son rayon. Il faudrait au moins 10 000 ans à une telle planète pour faire le tour du Soleil, et elle orbiterait à une distance entre 300 et 600 fois plus grande que celle qui sépare notre planète natale de son astre. Cela représente 600 unités astronomiques depuis le centre du système solaire, sachant qu'une unité astronomique est égale à la distance entre la Terre et le Soleil. Si cela semble très éloigné, ce n'est pas le cas. La distance entre les corps célestes est généralement mesurée en années-lumière. Or, une unité astronomique est une unité de mesure beaucoup plus petite. Pour remettre les choses en perspective, l'objet le plus éloigné détecté depuis la Terre est la galaxie GN-Z11. Joli nom, n'est-ce pas? Elle se trouve à une distance stupéfiante de 32 milliards d'années-lumière. Malgré cela, nos télescopes peuvent encore la repérer, et une seule année-lumière équivaut à 63 241 unités astronomiques. Alors si notre technologie peut détecter une galaxie aussi lointaine, comment se fait-il que nous n'ayons pas réussi à découvrir la planète X? Eh bien, c'est probablement dû au fait qu'elle pourrait ne pas exister du tout. La théorie de la planète X a été largement discréditée en 1989. On a découvert que les mystérieuses forces gravitationnelles de Neptune étaient un leurre depuis le début. Les scientifiques s'étaient massivement trompés sur la taille réelle de Neptune. La sonde Voyager 2 a visité la planète et a découvert sa taille réelle. Cette nouvelle information explique les étranges forces gravitationnelles, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas causées par la soi-disant planète X. Mais notre enquête ne s'arrête pas là, car l'hypothétique 9e planète est réapparue il y a environ 10 ans. Si les preuves qui sous-tendent la théorie de Lowell étaient fausses, sa croyance en la planète X n'était peut-être pas sans fondement. En 2015, les astronomes Michael Brown et Konstantin Batygin ont découvert qu'il y avait bel et bien des forces gravitationnelles inexpliquées au-delà de Neptune. Des satellites orbitent perpendiculairement autour des planètes, ce qui n'arrive nulle part ailleurs dans notre système solaire. Il y a aussi des groupes d'astéroïdes qui se déplacent de manière très spéciale. Si spéciale qu'il est pratiquement impossible que ce soit aléatoire. Encore plus étrange, il y a des satellites qui voyagent dans une direction complètement opposée à celle du Soleil, contrairement à la plupart des autres objets dans le système solaire. Un planétoïde appelé Sedna semble également être tiré vers quelque chose, ainsi que 6 autres qui vont tous dans la même direction. Brown et Batygin ne sont d'ailleurs pas des observateurs d'étoiles lambda, ce sont tous deux des scientifiques très respectés, au fait de leur carrière. Konstantin Batygin a été désigné par le magazine Forbes comme l'un des 30 scientifiques qui changent le monde, et Mike Brown est l'homme qui a donné à Pluton le statut de planète naine. Cela signifie que lorsque ces messieurs disent quelque chose, c'est généralement assez sérieux, et on devrait probablement les écouter. Mais la seule façon de prouver irréfutablement que la planète X existe est de la trouver réellement, et cela s'avère assez difficile. Pour localiser la planète, il faudrait utiliser une méthode appelée photométrie de transit. En gros, il s'agit de surveiller tout un groupe d'étoiles pendant une longue période et de rechercher les creux dans la lumière qu'elles émettent. Ces creux seraient probablement causés par une planète qui ferait obstacle à la lumière. Et hop, l'existence de la planète X pourrait être prouvée. Mais pour que cette méthode fonctionne, la Terre, la nouvelle planète et le Soleil doivent tous être parfaitement alignés. Or, ces circonstances sont plutôt rares, et si elles ne se réalisent pas, le creux de lumière ne se produira pas. De plus, cette méthode ne fonctionnerait vraiment qu'avec les planètes qui sont plus proches du Soleil que notre Terre, c'est-à-dire Vénus et Mercure. Pour tout ce qui est au-delà de la Terre, cette technique est quasiment inutile. Une autre technique que nous pourrions utiliser consiste à trouver la planète potentielle grâce à un bon vieux télescope. Mais comme tu peux l'imaginer, c'est incroyablement approximatif. L'objet le plus éloigné que nous ayons trouvé dans notre système solaire est un planétoïde nommé à juste titre
Far Far Out, mais il n'est qu'à 140 unités astronomiques du Soleil, soit seulement un quart de la distance à la supposée planète X. Nous ne pouvons voir un objet que grâce à sa luminosité. Le Soleil est très visible pour nous car il émet d'énormes quantités de lumière. Et nous pouvons voir la Lune car elle reflète la lumière du Soleil. Techniquement, la Lune n'est pas censée paraître plus brillante que tout le reste dans le ciel nocturne. Ce n'est le cas que parce que nous sommes plus proches d'elle. Plus un objet est éloigné, moins il nous semble lumineux. Le principal problème pour voir la théorique planète X est que tous les objets de notre système solaire tirent leur lumière du Soleil. Ils reflètent la lumière du Soleil, ce qui nous permet de les voir. Étant donné la distance qui sépare la planète X du Soleil, il est presque impossible de la voir. Et à cause de sa lumière vraiment faible, pour la voir, il faudrait des conditions météorologiques parfaites, ainsi qu'un télescope extrêmement puissant. Mais Brown et Batygin l'ont trouvé. Le télescope Subaru est situé au sommet d'un volcan dormant à Hawaï. Il est énorme et capable de capturer la lumière la plus faible des objets spatiaux lointains. Le problème est que nous devons trouver où le pointer. Sans savoir où se trouve réellement la planète X, cela revient à trouver une aiguille dans une botte de foin. De plus, il n'y a qu'environ 3 nuits par an où les conditions sont suffisamment claires pour voir l'hypothétique planète X. C'est difficile, mais pas impossible. Et pourtant, la plupart des astronomes ont décrété que la planète X n'existait pas, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un mythe. L'explication la plus répandue pour les étranges forces gravitationnelles est qu'il y a un minuscule trou noir dans notre système solaire qui attire les planètes vers lui. Mais ne t'inquiète pas, ils affirment qu'il n'est pas assez gros pour avaler une planète, donc tout va bien pour l'instant. Le problème avec la théorie du trou noir, c'est qu'une fois de plus, il est presque impossible de le trouver. Alors que sa masse pourrait être aussi importante que celle de la planète X, le trou lui-même serait réduit à la taille d'une orange. Les télescopes ne seraient alors d'aucune utilité. Pour le trouver, il faudrait détecter les rayons gamma émis par les objets lorsqu'ils tombent dans le trou noir. Une autre façon de le trouver serait de lâcher des centaines de minuscules vaisseaux spatiaux. Ils passeraient assez près du trou hypothétique. Et lorsqu'il serait attiré vers lui, nous pourrions probablement le détecter. Mais n'écartons pas la théorie de Brown et Batygin. Elle est encore documentée par la NASA à ce jour. Et jusqu'à ce que nous trouvions des preuves solides pour réfuter son existence, la planète X se trouve peut-être encore là. La recherche d'extraterrestres est en cours. Avec le lancement réussi du télescope James Webb, la recherche de planètes comparables à la Terre est devenue un sujet passionnant, qui retient l'attention du monde entier. Au-delà du télescope James Webb, d'autres outils sont utilisés pour trouver de bonnes candidates semblables à la Terre. Le satellite TESS et le télescope Kepler sont à l'avant-garde de la recherche de nouvelles terres. Une fois que nous aurons écarté quelques questions philosophiques épineuses, nous examinerons de près ces deux recherches et ce que le télescope James Webb espère trouver. Alors, pourquoi cherchons-nous des planètes semblables à la Terre ? Parce qu'on peut. Des progrès incroyables dans la technologie des télescopes terrestres ont permis des observations ultra précises de la lumière des étoiles qui ont conduit à la première découverte d'exoplanètes. Lorsque les planètes tournent autour des étoiles, il y a une interaction gravitationnelle entre la planète et l'étoile. Elles s'attirent mutuellement. L'attraction exercée par une planète sur une étoile fait que la lumière de l'étoile oscille légèrement d'avant en arrière, lorsque les deux corps spatiaux tournent autour de celle-ci. Cela a toujours été le cas, mais l'oscillation de la lumière des étoiles n'a jamais pu être détectée, car la lumière des étoiles scintille toujours. Tu sais, scintille, scintille, bref. L'optique adaptative dans les télescopes est la percée technologique qui a permis aux astronomes de découvrir des exoplanètes en supprimant le scintillement de la lumière des étoiles. Des ressorts mécaniques placés sous les miroirs des télescopes les courbent très légèrement pour neutraliser la distorsion, le scintillement, causé par la lumière stellaire qui traverse l'atmosphère terrestre. Sans le scintillement de la lumière des étoiles, on peut observer la légère oscillation causée par les étoiles, qui exercent une attraction gravitationnelle sur leurs astres. Plus l'oscillation est grande, plus il y a de planètes. C'est ce qu'on appelle la méthode astrométrique de détection des exoplanètes. N'est-ce pas un peu compliqué ? L'existence de systèmes stellaires entiers et littéralement de milliers d'exoplanètes a été déduite sur la base d'étoiles proches en analysant les motifs ondulatoires de la lumière des étoiles. Mais les planètes elles-mêmes ne pouvaient pas être vues. Tout à coup, notre système solaire n'est plus unique. Les astronomes se sont emballés devant la conclusion inéluctable que toutes les étoiles possédaient probablement leur propre planète.
Il est devenu impossible de ne pas se poser la question suivante. La Terre est-elle unique ou existe-t-il d'autres terres? Mais pourquoi importe-t-il autant de trouver des planètes semblables à la Terre? Si l'on considère toutes les ressources financières que les pays développés consacrent à la recherche de planètes habitables, on peut dire sans hésiter qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement important. Avec le lancement du télescope James Webb, qui a coûté 10 milliards de dollars américains, le télescope spatial Kepler, qui a coûté 550 millions de dollars, et le satellite TESS, qui a coûté 200 millions de dollars, l'investissement dans la recherche de planètes semblables à la Terre est certainement de la plus haute importance. Si l'on garde à l'esprit que ces coûts ne couvrent que le matériel et que l'on veut avoir une idée de l'ampleur de la recherche, il faut également inclure les salaires d'une équipe de chercheurs, de docteurs et d'étudiants de 3e cycle, recrutés dans les universités, les agences spatiales nationales et les institutions privées du monde entier. Nous en conclurons que trouver une autre Terre est une entreprise vraiment gigantesque. Et si nous en trouvons une, alors la Terre n'est plus seule. Ce n'est pas que nous puissions aller sur l'une de ces planètes de sitôt, les voyages interstellaires nécessitent des percées physiques et technologiques que nous ne sommes pas prêts d'atteindre. Mais le seul fait de savoir qu'il existe des planètes dans la Voie lactée qui ressemblent à la Terre dans tous ses aspects essentiels, comme l'eau liquide, l'oxygène et l'habitabilité, rendra l'espace moins inquiétant, plus accueillant et plus passionnant à étudier et à explorer. Cela pourrait également nous rendre plus fiers de notre planète et faire de nous tous de meilleurs terriens. La triple mission à la recherche d'autres terres, le télescope Kepler, le satellite TESS et le télescope James Webb utilisent des approches distinctes pour trouver des exoplanètes. Et l'acronyme TESS nous indique quelle est cette méthode. Le T signifie transit et c'est la clé de toute la recherche d'exoplanètes. E signifie, tu l'as deviné, exoplanète. La cible de notre recherche d'une autre Terre, S, signifie survey ou étude, parce que TESS examine des centaines de milliers d'étoiles proches. Et S signifie satellite, parce que TESS est en orbite autour de la Terre, contrairement au télescope spatial James Webb, qui sera en orbite autour du Soleil. Lorsqu'une planète passe devant une étoile, cela s'appelle un transit. La planète bloque une partie de la lumière provenant de l'étoile. Cette diminution ou gradation de l'étoile peut être mesurée. L'atténuation de la lumière des étoiles nous apprend beaucoup de choses sur une planète. En connaissant la luminosité de l'étoile et l'atténuation de sa lumière lors d'un transit devant elle, nous pouvons déduire si la planète est géante ou si elle est proche. Mais nous ne saurons pas distinguer si elle est l'un ou l'autre. Est-elle géante ou proche? Jusqu'à ce que l'orbite de la planète soit également chronométrée. Cela signifie que notre satellite TESS doit prendre des vidéos de longue durée de ces étoiles. Des vidéos d'étoiles, voilà qui plairait à Hollywood. Le satellite TESS n'a pas de télescope. Il utilise 4 caméras CCD pour retransmettre en direct des vidéos de longue durée d'autant d'étoiles que possible. Des centaines de milliers d'étoiles. Pourquoi tant d'étoiles? Parce que pour observer le transit d'une planète, celle-ci doit passer directement entre les caméras du satellite TESS et l'étoile elle-même. Si une planète ne se trouve pas exactement entre l'astre et l'angle de caméra de TESS, elle ne pourra pas être vue car elle n'altérera pas la lumière stellaire. Les transits planétaires sont rares. Par exemple, Vénus ne passe dans le champ de vision de la Terre que tous les 200 ans. Pourtant, les caméras de TESS observent de nombreux transits planétaires parmi les centaines de milliers d'étoiles dont elles prennent des vidéos en continu. Et tu sais ce que ça signifie? Cela signifie qu'il doit y avoir des centaines ou des milliers de fois plus de planètes que celles qui sont observées par la méthode des transits. La conclusion que chaque étoile pourrait être entourée de planètes semble donc inévitable. Les planètes sont partout. Et maintenant, tadam! Le télescope spatial James Webb, avec son miroir géant de 6,50 m de large, se joint à la recherche. C'est un prodige technologique, une merveille du monde moderne, un miracle d'ingénierie avancée. L'attente est à son comble, mais avec cette anticipation accrue vient une quantité presque égale de trépidation. Et certaines choses peuvent encore mal tourner avant que le télescope spatial James Webb ne renvoie ses premières images. Après le lancement du télescope spatial Hubble en 1990, par exemple, une mission de réparation a dû être lancée dès 1993. Le miroir de Hubble n'avait pas été suffisamment inspecté et ses images étaient très floues. Les astronautes ont dû effectuer une sortie spectaculaire dans l'espace pour réparer ce miroir. Après la réparation, les images renvoyées par Hubble étaient plus précises encore que ce que l'on avait pu envisager à sa conception. C'est ainsi qu'un modèle amélioré est apparu.
Cela ne peut pas se produire avec le télescope James Webb, cependant. Le télescope spatial Hubble est en orbite autour de la Terre et est accessible aux astronautes. Le télescope spatial James Webb, quant à lui, tourne autour du Soleil et se trouve bien au-delà de la Lune, hors de portée des astronautes. Car aucun vaisseau spatial n'est à même de les y transporter. Il ne peut pas être réparé manuellement en cas de problème. Pour ajouter aux difficultés, le télescope spatial James Webb ne dispose que d'une seule caméra embarquée pour inspecter les dommages qu'il pourrait subir ou les dysfonctionnements mécaniques qui pourraient se produire dans l'environnement difficile de l'espace interplanétaire. Toute réparation à distance devra être effectuée en aveugle depuis la Terre. Le télescope spatial James Webb est maintenant entièrement déployé. Les 18 segments de miroir devront être alignés pour produire une image unique. Ce processus, d'une importance cruciale, prendra plusieurs mois après le déploiement du télescope. 70 des 286 premières missions d'observation du télescope visent des exoplanètes. Grâce aux données des précédentes recherches, le télescope n'aura pas à perdre de temps à rechercher celles-ci. Leurs emplacements et leurs orbites sont déjà connus. Le télescope James Webb ira droit à leur rencontre. Le télescope spatial James Webb n'est pas un télescope optique dans le même sens que le télescope spatial Hubble ou tout autre télescope ordinaire qui capte la lumière visible. Il perçoit la lumière infrarouge. Les images des planètes devraient ressembler à des points lumineux, un peu flous si elles ont une atmosphère. Ces spectres planétaires fourniront le plus d'informations sur une exoplanète. Tout gaz entourant une exoplanète absorbera une partie de la lumière des étoiles lorsque celle-ci traversera son atmosphère. Supposons qu'il y ait du méthane dans l'atmosphère de la planète, de l'oxygène et du dioxyde de carbone, les gaz les plus à même d'indiquer des traces de vie. Dans ce cas, le télescope James Webb sera en mesure de les détecter par analyse spectroscopique. Un portrait complet de l'exoplanète peut être formé à partir des informations infrarouges. Ses plages de température, son contenu atmosphérique, la probabilité de la présence d'eau liquide et même la probabilité de la vie. Et ça, ce n'est pas négligeable. Le télescope spatial James Webb a également d'autres missions à accomplir. Il est chargé d'examiner la formation des étoiles et des planètes dans les nébuleuses de la Voie lactée. La compréhension de la formation des systèmes solaires fait partie de la recherche d'une autre Terre. En détectant la lumière infrarouge, le télescope spatial James Webb scrutera les galaxies les plus éloignées, celles dont la lumière visible est bloquée par la poussière et le gaz. Ces galaxies lointaines se sont formées peu après le Big Bang. La formation des galaxies est une mission essentielle pour le télescope James Webb. Ces galaxies les plus anciennes s'éloignent en accélérant si vite que la lumière qu'elles émettent est étirée en dessous de la fréquence du spectre visible, dans l'infrarouge. Le grand télescope peut voir ces galaxies auparavant invisibles. Nous espérons en apprendre davantage sur la mystérieuse énergie noire qui est à l'origine de l'expansion de notre univers à une vitesse toujours croissante. Nous avons donc bon espoir que le télescope spatial James Webb élargira considérablement nos connaissances sur cet univers étonnant dans lequel nous vivons tous. Regarde ce type balèze à la peau toute rouge. Il a séjourné sur Mars pendant une bonne minute. C'est pourquoi il semble avoir utilisé la mauvaise teinte d'autobronzant. Tous les caroténoïdes contenus dans les carottes, les patates douces, les poivrons, les tomates et les citrouilles le protègent des rayons UV. Plus il mange, plus il devient orange. Quant à sa corpulence, elle est due à la pesanteur martienne. La gravité ici nous fait percevoir notre poids différemment. Et si tu veux assurer sur Mars, tu dois beaucoup manger. Par exemple, si une personne pèse 68 kg sur Terre, elle ne pèse pas plus de 30 sur Mars. Manger plus peut donc aider à réduire l'écart entre la gravité et le poids. Mercure est tout à fait différent. Il y fait plus chaud que sur une la plus brûlante des asphaltes le jour, mais plus froid que le château d'Elsa la nuit. Il faut être fait de métal avec un point de fusion élevé pour pouvoir survivre ici. Mais pour nous, humains ordinaires, nous serions vite grillés. Littéralement. Bien que Mercure soit la planète la plus proche du Soleil, Vénus reste la plus chaude. La vie sur Vénus parle plutôt de la jumelle maléfique du Soleil. La température y oscille généralement autour de 465 degrés Celsius en moyenne. Survivre au point d'ébullition de l'eau ou dans la chaleur extrême de Vénus est un défi pour la plupart des espèces terrestres. Seule une poignée d'entre elles peut supporter des températures bouillantes. Les autres se précipitent au Starbucks pour prendre un latte glacé dès les premiers rayons du soleil printanier. Aucun être humain ne peut donc évoluer suffisamment pour survivre sur Vénus. Les seules créatures qui pourraient y prospérer sont probablement des tardigrades et les gens chelous qui mettent de la sauce piquante sur tout.
Tu te demandes ce que sont les tardigrades ? Eh bien, ce sont des créatures minuscules et adorables qui ressemblent à des chenilles et qui sont incroyablement résistantes. Elles peuvent supporter l'eau bouillante, les profondeurs d'une fosse maritime et le vide glacial et sans lumière de l'espace. Récemment, les tardigrades ont fait l'objet d'une étude scientifique à bord d'un vaisseau spatial qui s'est malheureusement écrasé sur la Lune. Les scientifiques pensent que les tardigrades ont pu survivre à l'impact. Aimerais-tu te transformer en cette créature et vivre sur Vénus ? Bon, nous en avons fini avec les planètes terrestres. Passons aux géantes gazeuses. Maintenant, regarde ce gars qui vient de Saturne. Il a des nageoires et non des bras. Il a de petits trous sans rabat d'oreilles externes au lieu d'oreilles normales. La majeure partie de cette géante gazeuse est plus froide que le cœur de ton ex, car la température y est d'environ moins 140 degrés Celsius. On ne peut pas marcher dessus, mais on peut se transformer en boule de neige ou en cristal de glace si l'on se sent fringant. La situation est assez similaire sur Jupiter, si bien que se transformer en phoque et s'y prélasser n'est sans doute pas une mauvaise idée. Tu es en train de voler à travers l'espace dans un vaisseau dont la taille équivaut à 3 fois celle de Central Park à New York. Il y a beaucoup d'agitation. Non, il ne s'agit pas d'un alien qui envahit le vaisseau. C'est un jour très important. Nous sommes le 22 janvier 2700. Tu viens de naître hors de l'atmosphère de la Terre. Joyeux anniversaire! Une équipe médicale s'occupe de tout. Des gadgets futuristes t'aident dans tous les domaines. Et la vue depuis le vaisseau géant en verre de forme sphérique plonge sur l'incroyable immensité de l'espace. Tu ne peux même plus voir la Terre, le vaisseau spatial vole vers une nouvelle destination à des millions de kilomètres. Le temps de trajet pour atteindre cette nouvelle planète d'accueil est de plusieurs décennies. Avançons un peu. Tu as maintenant 25 ans et ce vaisseau spatial est le seul foyer que tu aies connu, jusqu'à présent. Tu as appris à connaître le moindre recoin du vaisseau. Tu commences ta journée dans ton dortoir qui dispose de tous les éléments essentiels. Une petite salle de bain compacte, une mini-cuisine, un lit superposé et une vue magnifique sur les étoiles et les planètes à l'extérieur du verre renforcé du vaisseau. Et tu n'as jamais à t'inquiéter des radiations cosmiques. Le vaisseau est équipé d'un bouclier magnétique perpétuel qui reflète ces radiations afin qu'elles ne s'infiltrent pas à l'intérieur. Sinon, il y aurait de gros problèmes. Le vaisseau a été conçu pour avoir une gravité artificielle. Les astronautes perdent normalement 1 à 2% de leur densité osseuse chaque mois qu'ils passent dans l'apesanteur de l'espace, puisqu'ils ne font que flotter en permanence. Mais maintenant, ou plutôt dans le futur, durant les voyages au sein de l'espace intersidéral, nous sommes capables de résoudre ce problème. Tu sors de ton dortoir et tu vois une foule de tes collègues, membres d'équipage, qui se rendent au travail. Ils glissent tous sur leur mini hoverboard dernier cri et chacun porte une combinaison futuriste de couleurs différentes. La tienne est bleue. Tu sautes sur ta planche et rejoins l'équipe bleue. Tu arrives dans le passage souterrain du transport spatial et tu commences ton travail. En tant qu'ingénieur de bord, ta mission est très importante. Entretenir le vaisseau et le faire fonctionner. Mais quelque chose ne va pas aujourd'hui. Des chiffres clignotent partout sur les panneaux et cette lumière rouge anxiogène n'arrête pas de clignoter. Tu alertes tes collègues, mais ils ne savent pas non plus ce qui se passe. Vite, tu continues à vérifier les journaux de bord et toutes les équations compliquées, mais rien ne correspond. La panique commence à se répandre dans tout le vaisseau. Les poils de tes bras se hérissent. Tu essaies de cliquer sur autant de boutons et d'interrupteurs que tu peux. Le bourdonnement devient de plus en plus fort, la lumière clignote de plus en plus vite, certains de tes collègues s'enfuient. Et tu te retrouves tout seul dans la pièce rouge. Soudain, ton superviseur arrive enfin en courant pour t'aider. Après un moment, tous les deux, vous arrivez enfin à comprendre. Ouf, c'était -1. Tu as encore beaucoup à apprendre sur la gestion du vaisseau. Depuis tes premières années, tu as été affecté au poste d'ingénieur. Tu étais doué pour la physique, la chimie, les mathématiques. C'est juste une autre journée au bureau. Mais sur ce vaisseau, tu deviendras peut-être capitaine un jour. Après le travail, tu reçois un appel de tes amis qui veulent se détendre. Et quand on dit appel, on parle d'un appareil sophistiqué qui permet de communiquer avec n'importe qui tout en voyant toutes ces données à travers une projection holographique. Tu peux aussi l'utiliser pour écouter de vieux airs de la Terre. La pop est maintenant devenue de la musique classique et les films sont désormais des projections 3D de ta propre imagination. Tu sors du passage souterrain et tu montes sur la place interstellaire. C'est là que tout le monde se retrouve pendant le temps libre. Il y a des cafés, des restaurants, un salon de coiffure et même un marchand de glace. Tu n'es jamais allé traîner ailleurs.
Le vaisseau spatial ressemble à une petite ville qui possède toutes ces choses dont la société a besoin. Cela inclut une biosphère pleine d'animaux et de plantes provenant de différents écosystèmes de la Terre. Des mini-forêts tropicales, des mini-déserts, des mini-montagnes, tout ce que l'on peut imaginer. Les biologistes à bord s'assurent de garder tout cela en équilibre pour que tu te sentes comme à la maison, même si tu n'as jamais mis les pieds sur Terre. Tu entres dans la savane et tu vois quelques gazelles galoper. Des gnous semblent paître et une petite meute de lions est à l'affût. Dans la jungle, tu sens l'humidité des feuilles et tu es entouré d'épais arbustes. Quelques gorilles jouent et tu aperçois de petites grenouilles arboricoles ça et là. Et tapis dans les arbres, descendant pour boire une gorgée d'eau, c'est un jaguar. Tu passes ensuite dans le désert où tu croises des chameaux errants, un petit serpent à sonnette qui se faufile pour échapper à la chaleur et des scorpions qui rampent dans le sable. Tu as appris beaucoup de choses sur la biologie ces 25 dernières années. Tu sais tout sur la Terre, mais tu n'y es jamais allé. C'est bizarre. Après la visite des habitats naturels, tu entends une annonce au haut-parleur, c'est le capitaine. La nouvelle planète est à quelques heures d'ici. Nous arriverons plus tôt que prévu. Préparez-vous à l'atterrissage. À bord du vaisseau, tout le monde se précipite vers son dortoir, sauf les membres d'équipage nécessaires pour faire fonctionner le vaisseau. Tu t'attaches dans ton lit superposé qui se transforme en siège avec des ceintures de sécurité. Tu regardes par ton hublot et tu vois un point bleu au loin. Il devient de plus en plus gros. Et il ressemble beaucoup à la Terre, du moins de loin. Cela n'a pas pris tant de temps que cela, seulement 25 ans. Tu te demandes ce qui se passe sous le capot de ce vaisseau spatial. Tu revois ta vie dans l'espace en sachant que cette première partie touche à sa fin. C'est un peu comme vivre au pôle Sud. Tout en bas du monde vit une petite communauté de scientifiques qui travaillent entre l'hiver et l'été, faisant toutes sortes de recherches, du climat et de la géologie à la météorologie et l'astronomie. Leur vie doit être similaire à celle que tu mènes ici dans l'espace. Ils ont leur propre bunker, leur laboratoire scientifique et même des salles de loisirs pour le sport et la musique. La nature sur la planète dont tu t'approches ne ressemble en rien à celle de la Terre. Des arbres tropicaux s'élèvent plus haut que les plus hauts gratte-ciel. Les océans sont secoués par des ouragans qui durent des années. Le pilote annonce l'atterrissage. Tout va bien, il est temps de se mettre au travail. Tu te détaches et sors pour voir la nouvelle planète par toi-même. Marcher sur la terre ferme donne l'impression, d'arriver sur une nouvelle planète. L'humidité est palpable et le vent est chaud. Le vaisseau a atterri dans la zone tropicale de la planète, qui est, selon vos études, le meilleur endroit pour bâtir une toute nouvelle colonie. Cela ne va pas être facile. Les humains bâtissent généralement de nouvelles colonies à côté des lacs et des rivières. Pense aux Mésopotamiens, aux Égyptiens, aux Aztèques. La liste est longue. Ils ont commencé par de petites colonies jusqu'à ce qu'ils deviennent des méga-civilisations à part entière. En commerçant et en explorant, ils ont pu faire progresser leur technologie, apprendre de nouvelles langues et découvrir des recettes de cuisine géniales. Tu mangerais bien des pâtes et des sushis en ce moment. Selon les scientifiques, naître dans l'espace pourrait modifier l'apparence des humains. La tête des nouveaux humains pourrait être plus grosse d'ici des milliers de générations. Qui sait? Il n'y a aucun moyen de le simuler sur Terre. Nous pourrions même avoir de nouvelles couleurs de peau, puisque nous aurions besoin de plus de mélanine, cette substance pigmentaire qui nous protège des rayons du soleil. En étant plus près du soleil, ou de toute masse de gaz brûlant, nous produirions plus de mélanine ou des types différents de mélanine afin de nous protéger. Nous pourrions devenir brun foncé, violet, gris ou même vert. Il faudra attendre quelques millions d'années pour le découvrir. Et sans gravité, les humains devraient s'habituer à avoir une densité osseuse plus faible, un peu comme les oiseaux. Cela signifie que nous serions probablement plus faibles que nos anciens ancêtres de la Terre, et que nous aurions des comportements physiques un peu étranges. La gravité est essentielle pour notre équilibre, et la mobilité est l'un des facteurs clés de la survie humaine. Donc sans gravité, nous aurions probablement des exosquelettes pour marcher et courir, ou même pour sortir les poubelles. Bon, rien de tel ne va se produire avant très longtemps. On est encore en train de réfléchir à la façon d'amener quelqu'un dans ce monde, ou hors de ce monde. Techniquement parlant, l'espace extra-atmosphérique est considéré comme étant à 100 km au-dessus du niveau de la mer de n'importe quel continent du monde. Au-delà, les possibilités sont infinies. Rendons-nous en Antarctique. Allez, tu as le temps de te préparer. N'oublie pas de t'habiller chaudement. Et nous voici au milieu de plaines glacées infinies et blanches comme neige. À certains endroits, la température descend jusqu'à moins 93 degrés Celsius.
Il fait tellement froid que si tu jettes de l'eau chaude depuis une tasse, elle touchera très probablement le sol sous la forme d'un glaçon. Mais ce froid est chaud par rapport à la définition du zéro absolu. Les scientifiques le mesurent sur l'échelle de Kelvin, où 0 est le point le plus bas. C'est pourquoi il n'existe rien de plus froid que cette température. Tout objet est constitué d'atomes et de molécules. Lorsque la température d'un objet augmente, ces molécules se déplacent rapidement et de manière chaotique, dégageant de l'énergie cinétique. Si la température d'un objet baisse, ces molécules ralentissent leur mouvement et leur énergie diminue. Le zéro absolu est donc le moment où les particules s'arrêtent complètement. Il n'y a plus aucun mouvement, ce qui signifie qu'il est impossible de le rendre plus froid. 0 Kelvin équivaut à moins 273 degrés Celsius. C'est environ 3 fois plus froid qu'en Antarctique. Imaginons donc que des scientifiques aient créé une salle sous vide et l'aient remplie d'un gaz au zéro absolu. Que se passe-t-il si un être humain y pénètre? Je ne peux pas imaginer que cela se passera bien. Alors, envoyons Bob. Mais ne t'en fais pas, c'est un mannequin de crash test. Quelques précisions tout d'abord. Lorsqu'un objet chaud entre en contact avec un objet froid, leurs molécules échangent de l'énergie. Les particules rapides transfèrent leur énergie aux particules lentes et commencent à se ralentir. Ainsi, un échange équivalent se produit et la température s'harmonise. Mais par défaut, les molécules se déplacent assez lentement tant qu'elles ne sont pas chargées d'énergie. Et en même temps, si tu as un objet chauffé, tu auras besoin de plus d'énergie pour le refroidir. Oui, c'est un peu confus, alors revenons à la partie rigolote. Donc, si tu passes au zéro absolu, tu gèleras en quelques secondes parce que toutes tes molécules commenceront à ralentir. Mais qu'arrivera-t-il à ton corps? Voyons ce qu'il se passe à l'intérieur de Bob le mannequin. Tout d'abord, ses vaisseaux sanguins rétrécissent dans les endroits les plus froids. Le corps distribue le sang des zones gelées vers les organes vitaux, comme le foie, les reins, le cœur et le cerveau. C'est comme un mode urgence. Le corps du mannequin stocke l'énergie et le sang pour les zones les plus importantes, en privant les zones les moins vitales. C'est alors que s'entame un processus des plus terribles. Le corps est constitué de milliards de cellules. Lorsque leurs molécules entrent en contact avec une température froide, elles ralentissent et gèlent. Tu te souviens de ce qui arrive à l'eau à l'état gelé? Sors une bouteille du congélateur et laisse-la décongeler à température ambiante. Tu constateras que le volume de liquide diminue au bout de quelques heures. Et lorsque l'eau gèle, elle augmente de volume. Or, le corps humain est constitué de plus d'une moitié d'eau. Ainsi, à l'intérieur du mannequin, ces cellules se couvrent de cristaux de glace tranchants qui lacèrent la structure interne des cellules. Les muscles et les vaisseaux sanguins du mannequin sont déchirés. Sa peau prend une teinte bleu foncé et son sang se fige dans ses veines. Quelques secondes de plus et le mannequin gèle complètement. La température du zéro absolu interrompt tous les processus internes. Bob a dit qu'il voulait prendre l'air, mais là ça devient ridicule. Par ailleurs, les molécules ne se trouvent pas uniquement dans les objets vivants. Ces particules sont partout, et le zéro absolu les affecte également. Les rayons lumineux occupent la position énergétique la plus basse. Les photons ralentissent et ne peuvent plus se déplacer à la vitesse de la lumière. Bien, il est temps de conclure l'expérience. Sauf que quelque chose ne va pas. Et c'est là que notre histoire prend un tour hypothétique. Les scientifiques ne peuvent pas remettre les molécules en mouvement, et les particules voisines ne leur cèdent plus leur énergie. Pour une raison quelconque, le gaz ne peut pas l'absorber. Ces molécules gelées ralentissent ses voisines. Le gaz traverse les parois de la salle sous vide et entraîne une réaction en chaîne. Les molécules gèlent l'une après l'autre. C'est comme si elles faisaient une sieste et engourdissaient toute la matière environnante. La zone de gaz s'étend. Les murs, les portes et les fenêtres du laboratoire sont gelés. Les scientifiques sont couverts de glace. Puis le nuage s'échappe du bâtiment. C'est comme une tache blanche qui ne cesse de grandir. Les rayons du soleil y parviennent, mais ne peuvent pas se déplacer trop vite à l'intérieur. Le zéro enveloppe l'herbe, les arbres, les routes et les voitures. Les scientifiques commencent à tirer la sonnette d'alarme dès qu'une ville entière se trouve à l'intérieur de ce nuage au zéro absolu. L'arrêt des molécules en mouvement se produit si rapidement que les cristaux de glace n'ont pas le temps d'endommager la peau et le corps des êtres vivants. Il ne s'agit même plus de geler, mais d'annihiler toute vie existante. Les molécules d'oxygène et de dioxyde de carbone sont elles aussi gelées. L'air devient plus dense. Ici, un homme se fige en plein saut et reste en l'air.
Ici, l'oiseau gelé reste suspendu en volume. Toutes ces choses à l'intérieur de la zone froide ressemblent à présent à une image en 3D. Tout est figé dans son mouvement. C'est comme si quelqu'un avait fait une capture d'écran d'une vie entière avant de imprimer. Alors que le nuage du zéro absolu continue de s'étendre, les chercheurs s'attellent à résoudre le problème. Le gaz croît et diverge dans toutes les directions. S'il avale la Terre entière, il stoppera tous les processus chimiques de notre planète. Et sans ces processus, notre foyer ne sera plus qu'un caillou stérile, un morceau de matière sans vie coincé dans le temps. Cependant, la véritable catastrophe se produira non pas lorsqu'il enveloppera toute la surface du globe, mais lorsqu'il atteindra le cœur de notre planète. Cela peut entraîner une libération d'énergie suffisante à la détruire. Il se peut toutefois que le noyau résiste au zéro absolu. Quoi qu'il en soit, les gens n'auront pas à attendre que cela se produise. Le gaz froid rencontre un volcan. Les coulées de lave émettent un sifflement assourdissant et se figent. Des nuages noirs de vapeur s'élèvent dans les airs. Le nuage froid pénètre dans le volcan. La rencontre du froid et du chaud libère de l'énergie. Le volcan entre en éruption et lance non pas des boules de feu, mais des stalactites de magma gelé. Pendant ce temps, de fortes pluies commencent à s'abattre sur toute la planète. Lorsque l'air chaud entre en collision avec l'air froid, il s'éloigne car il a moins de densité. Le liquide apparaît dans l'atmosphère et se condense dans le ciel. Par conséquent, tandis que le nuage géant gèle une partie de la planète, les nuages de pluie arrosent l'autre. À ce moment, les scientifiques ont enfin trouvé une solution. Ils ont créé un gaz dont la structure moléculaire a été modifiée et qui peut arrêter cette température de 0 Kelvin. Imagine donc que tu chauffes de l'eau. Plus l'énergie cinétique des molécules d'eau augmente, plus l'eau devient chaude. Les molécules se déplacent de plus en plus vite. Mais toutes les particules ne se déplacent pas à la même vitesse. Certaines d'entre elles ont une énergie moyenne ou même basse. De plus, l'état de basse énergie des molécules est le plus probable. Cela signifie que seules quelques particules se déplacent très rapidement dans l'eau chaude. Cette distribution de particules faiblement et fortement chargées est appelée la distribution de Boltzmann. Elle est omniprésente, aussi bien dans les objets chauds que dans les objets froids. Si nous examinons n'importe quel objet au niveau moléculaire, nous verrons qu'il y a beaucoup plus de particules qui se déplacent lentement que de particules qui se déplacent rapidement. Les scientifiques ont donc trouvé une solution. Ils ont créé un gaz qui fonctionne dans le sens inverse. Il contient plus de molécules en mouvement que de molécules statiques. Les chercheurs espèrent ainsi que ce gaz réveillera les particules endormies dans le nuage du zéro absolu. Ainsi, deux gaz entrent en collision l'un avec l'autre. Le nuage froid ne peut pas geler le nuage à distribution de Boltzmann inversée. Il y a trop de molécules actives. Ainsi, des milliards de molécules actives chargent d'énergie les molécules gelées. Toutes les molécules se mettent en mouvement et partagent leur énergie avec les molécules voisines. Les objets à l'intérieur du nuage de gaz commencent à se réveiller. Les gens reprennent peu à peu leurs esprits. Dès que les molécules entrent en mouvement minimal, elles commencent à recevoir de l'énergie des rayons du soleil. Le mouvement des particules est réparti équitablement entre les deux nuages de gaz et la vie reprend son cours normal. L'ordre moléculaire est rétabli. Super. Et notre petite fable s'achève sur une fin heureuse, même si elle n'est pas tout à fait crédible. En résumé, nul besoin de s'inquiéter. Les scientifiques ont certes su créer le zéro absolu artificiellement, mais cela ne se produira jamais dans la nature. Une telle température n'existe nulle part dans l'univers. Le mouvement des particules subsiste même dans les coins les plus éloignés et les plus sombres de l'espace, avec des températures incroyablement basses. Voyageur 1, qui voyage dans l'espace interstellaire depuis plus de 45 ans et arbore aujourd'hui une longue barbe grise, non, je plaisante, a soudainement commencé à envoyer des signaux étranges vers la Terre. Encore plus bizarre, il n'y a aucun signe que la sonde soit abîmée, ni quoi que ce soit de ce genre. Les scientifiques de la NASA essaient désespérément de trouver la raison de cette anomalie. Alors, que s'est-il passé exactement ? Tout d'abord, laisse-moi t'en dire un peu plus sur Voyageur 1 et son long voyage. Voyageur 1 est une sonde spatiale américaine. Les scientifiques de la NASA l'ont envoyée dans l'espace le 5 septembre 1977. L'objectif de Voyageur était d'explorer les planètes excentrées de notre système solaire, à savoir Jupiter et Saturne. Au départ, les scientifiques pensaient que sa mission durerait environ 5 ans. C'est peu de choses que de dire qu'ils faisaient erreur.
La sonde a dépassé toutes les attentes. Non seulement elle a rempli sa mission, mais elle fonctionne toujours. Elle s'est avérée bien plus résistante que prévu. Voyageur 1 parcourt l'espace depuis plus de 45 ans. Il serait difficile de sous-estimer tout ce que Voyageur 1 a accompli pour la science. Tout d'abord, elle a envoyé avec succès de nombreuses photos de Jupiter et de Saturne vers la Terre. Au fait, tu peux admirer ces photos toi-même, elles sont publiées sur le site de la NASA. Grâce à Voyageur, nous avons aussi découvert plusieurs nouvelles lunes de Jupiter et un système d'anneaux jusqu'alors inconnu. Nous avons appris que la célèbre tache rouge de Jupiter était en fait une tempête géante et super rapide. Et après avoir quitté l'orbite de Neptune, Voyageur nous a aussi envoyé beaucoup de données importantes sur le plasma interstellaire. Ainsi, Voyageur 1 a prouvé avec succès aux scientifiques à quel point elle était utile. Après cela, elle s'est joyeusement dirigée vers son objectif suivant, la ceinture de Kuiper et les confins de l'héliosphère. La ceinture de Kuiper est un anneau de corps glacé qui s'étend de Neptune à une distance d'environ 5 UA du Soleil. Elle est un peu similaire à la ceinture d'astéroïdes, mais environ 20 fois plus étendue et 100 fois plus lourde. L'héliosphère est une zone autour du Soleil où la pression du vent solaire est équilibrée par la pression du gaz interstellaire. Oui, je sais, ça a l'air un peu compliqué et très pointu, dit comme ça. Mais garde à l'esprit que ces données nous aident vraiment à comprendre l'univers dans son ensemble. C'est donc la dernière mission de Voyageur. Nous en dire plus sur l'espace interstellaire. La sonde nous a déjà envoyé plus de 60 images formant une mosaïque du système solaire à une distance de plus de 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Les scientifiques ont utilisé ces clichés pour composer une grande photo colorée. La photo a été baptisée un point bleu pâle. Et tu as probablement déjà deviné ce qu'est ce point. Oui, c'est à ça que ressemble notre Terre à travers les objectifs de Voyageur. Cette photo montre clairement à quel point nous sommes minuscules. Mais Voyageur 1 a aussi une autre mission, encore plus importante. Raconter à d'autres civilisations ce que nous sommes nous, les humains. Tu as peut-être entendu parler des fameux disques d'or de Voyageur. Les scientifiques ont créé tout un tas de fichiers audio et vidéo et les ont enregistrés sur ces supports. Il y a plusieurs sections. La première contient Bonjour en 55 langues, y compris des langues anciennes et éteintes. Près de 80% des enregistrements sont des morceaux de musique différents. Musique classique, Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky. Musique folklorique de différents pays et différentes époques. Et un peu de blues, par exemple de célèbres chansons de Louis Armstrong et de Chuck Berry. Les 20% restants contiennent des enregistrements de différentes voix humaines, des sons de la nature et des cris d'animaux, ainsi que 116 images codées en signaux audio. Il y a aussi des enregistrements d'un discours de Kurt Waldheim, un ancien secrétaire de l'ONU, et de Jimmy Carter, le président américain de l'époque. Il s'agit simplement de messages amicaux. En plus des disques, les scientifiques ont aussi préparé un instrument pour les lire. Mais ne t'inquiète pas, ils ont aussi envoyé un dessin qui montre comment utiliser tout ce matériel et comment traduire les sons en images. Ils ont ajouté les coordonnées de la Terre, qu'ils ont créées à l'aide d'une carte des pulsars. Elle montre la position du Soleil dans la Voie lactée. Le disque a été emballé dans un boîtier en aluminium et recouvert d'or pour le protéger des radiations et de la poussière cosmique. Avec cet enregistrement, Voyageur 1 a entamé son long voyage. Elle a déjà parcouru une sacrée distance. En ce moment, Voyageur 1 se trouve à 154 unités astronomiques de nous, ce qui représente environ 23,3 milliards de kilomètres. Cela en fait l'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre. Avant, c'était la mission Pioneer 10 qui détenait ce record, mais Voyageur l'a dépassé en 1998. Quelle bonne affaire pour la NASA, elle a largement dépassé sa date de péremption. Voyageur 1 est en fait si cool qu'elle a même surpassé sa sœur jumelle, Voyageur 2, qui, soit dit en passant, avait été envoyé dans l'espace 2 semaines plus tôt. Voyageur 1 se déplace à une vitesse de 17 km par seconde, ce qui représente 56 000 km par heure. Pour comparaison, la voiture de sport la plus rapide du monde ne se déplace qu'à 491 km à l'heure. Il est donc difficile de concevoir la vitesse de Voyageur. Quoi qu'il en soit, en ce moment, Voyageur se dirige vers les frontières du nuage de Oort. C'est le nom d'une couche hypothétique d'objets glacés entourant le système solaire. Les astronomes n'ont pas encore confirmé son existence, mais ils sont presque sûrs qu'il est là. Après tout, les trous noirs eux-mêmes n'étaient qu'une théorie il n'y a pas si longtemps encore. Malheureusement, Voyageur 1 ne reviendra pas dans notre système solaire. Elle restera en contact avec la Terre au moins jusqu'en 2025. Puis finalement, le contact sera perdu pour toujours. Dans 300 ans, elle atteindra les frontières du nuage de Oort. Et dans 30 000 ans, je ne serai plus là, moi,
elle quittera enfin le système solaire. Enfin, si rien ne lui arrive en cours de route, 10 000 ans après ça, Voyageur 1 s'approchera de l'étoile naine rouge Gliese 445, située dans la constellation de la Girafe. Ensuite, la sonde continuera probablement à se balader dans la Voie lactée. Et maintenant, parlons enfin de ces mystérieux signaux. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, une chose plutôt inhabituelle. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui surveille et contrôle les 2 voyageurs, a signalé ce problème en mai 2022. Notre vieille sonde spatiale a soudainement commencé à envoyer des données étranges vers la Terre. Cette situation laisse même les ingénieurs de la NASA perplexes. Je parie que tu te dis « Oh, elle est probablement simplement tombée en panne ou quelque chose comme ça ». Mais la vérité est que Voyageur 1 va très bien. Elle fonctionne comme d'habitude, reçoit et exécute les commandes envoyées depuis la Terre et continue de collecter et d'envoyer des données scientifiques. Mais les relevés de l'AACS, qui signifie sous-système de contrôle d'attitude et d'articulation, ne nous montrent plus dans quel état se trouve réellement Voyageur. Ce système assure l'orientation de la sonde dans l'espace et l'aide à rester en contact avec la Terre. Donc en gros, ces signaux signifient que l'orientation de la sonde dans l'espace est perturbée. Mais les scientifiques affirment que ce n'est pas le cas. Ils savent que la source du signal, l'antenne, se trouve dans la même position par rapport à la Terre que prévu. Le problème n'a déclenché aucun des systèmes de protection contre les défaillances. La sonde n'est même pas passée en mode sans échec. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste dans l'univers ? Suzanne Dodd, la responsable du projet, affirme que le problème n'est en fait pas si inattendu. Après tout, Voyageur 1 a déjà 45 ans. L'experte admet que ce qui arrive à la sonde reste un mystère pour eux. Ils ne savent pas exactement d'où proviennent ces données incorrectes. Et la façon dont cela affectera le fonctionnement de Voyageur n'est pas très claire. Elle ajoute cependant que ce n'est pas si surprenant que cela, étant donné que la sonde se trouve dans l'espace interstellaire. Le niveau de radiation y est très élevé. Aucun vaisseau spatial n'a jamais atteint ce point auparavant. Les scientifiques de la NASA disent qu'ils vont continuer à surveiller de près les données provenant de Voyageur 1, jusqu'à ce qu'ils trouvent le problème. S'ils le trouvent, l'équipe directrice essaiera de le résoudre. Sinon, ils devront s'adapter à ces nouvelles conditions. Mais il se peut que la seule compréhension du problème ne suffise pas vraiment. Il faut pas moins de 20h33 pour recevoir un signal de Voyageur. Et il faut le même temps pour y répondre. Au moins, la deuxième sonde, Voyageur 2, va très bien. Même si elle se trouve aussi actuellement dans l'espace interstellaire à une distance de 19,3 milliards de kilomètres de la Terre. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons qu'attendre des nouvelles et espérer que le problème sera résolu. En fait, je me demande combien de temps Voyageur 1 va encore durer. Sera-t-elle capable de voler jusqu'aux frontières du nuage de Oort dans 300 ans ? Et toi, qu'en penses-tu ? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Des milliers d'étranges vaisseaux spatiaux pénètrent dans l'espace aérien de la Terre. Ils descendent sur notre planète et traversent les villes, plongeant le monde dans un chaos total. Soudain, la porte du plus grand vaisseau s'ouvre et une étrange créature en sort. Elle essaie d'imiter notre langue et dit qu'ils viennent d'une étoile lointaine, Proxima Centauri. Une telle chose pourrait se produire car des scientifiques ont récemment capté un étrange signal radio en provenance de cette étoile. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière. Cela signifie qu'un rayon de lumière qui part de cette étoile atteint la Terre en 4,2 ans. Cela correspond aussi à 270 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'étoile Proxima Centauri elle-même est trop pâle pour que nous puissions la voir à l'œil nu dans le ciel nocturne. Mais son système cache un petit secret. Envolons-nous vers elle et regardons tout ça de plus près. Voici donc cette naine rouge. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil et 8 fois plus légère. Proxima Centauri est 1,5 fois plus grande que Jupiter et presque 150 fois plus lourde. Mais ce que nous cherchons est un peu plus loin. C'est Proxima Centauri b, une planète semblable à la Terre. Elle n'est que 10% plus grande que la Terre et se trouve dans la zone habitable de l'étoile. C'est la distance parfaite, ni trop loin, ni trop près. La température n'y est donc ni trop élevée, ni trop basse. L'eau, si elle existe sur cette planète, peut être à l'état liquide. Et il se peut donc que la vie y soit apparue et y ait évolué. Elle est peut-être même assez développée pour nous avoir envoyé le signal que nous avons reçu. Un signal radio, ce sont essentiellement des ondes. Elles ont une certaine fréquence et une certaine longueur. Et on peut toujours distinguer un signal artificiel d'un signal généré naturellement. Le signal que nous avons capté de Proxima Centauri b avait une fréquence de 982 MHz. La radio ordinaire que nous écoutons dans notre cuisine ou dans notre voiture capte des signaux d'environ 100 MHz.
C'est pourquoi les scientifiques ont conclu que ce signal avait été créé artificiellement. De tels signaux pourraient être un moyen de communication entre les mondes développés, et s'il s'agit vraiment d'un message d'une civilisation extraterrestre, nous devrions être capables de le décoder. Pour cela, toute civilisation doit utiliser la méthode de cryptage la plus simple. Par exemple, la Terre a déjà envoyé un signal radio dans l'espace. Il s'agissait du message d'Arecibo. Ce message est composé de 1779 bits. C'est un rectangle de 23 carrés sur 73 qui contient des informations sur notre civilisation chiffrées à l'aide d'un code binaire. En haut du rectangle, il y a le système de numération que nous utilisons. Ils sont inscrits en blanc. Cette chose violette est la clé pour lire la partie suivante du message. Les numéros atomiques des éléments comme l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le phosphore sont codés dans cette clé. Ce sont les éléments clés qui peuvent donner naissance à la vie. Si ceux qui reçoivent ce signal peuvent donner un sens au numéro et à la clé, ils peuvent lire la partie suivante du message. Ces choses vertes sont les éléments constitutifs de notre chaîne d'ADN. Et tout en bas, voici la chaîne d'ADN elle-même. Le rectangle blanc indique le nombre de paires de ces blocs de construction, et les hélices bleues montrent la forme d'une chaîne d'ADN. Ensuite, nous voyons la silhouette humaine elle-même. L'objet blanc et bleu à sa gauche est un nombre codé indiquant notre taille moyenne. L'humain est dessiné ici au-dessous de la chaîne d'ADN pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre à quoi nous ressemblons. Et le rectangle blanc à droite du dessin de l'humain indique la population de la Terre au moment du message. Elle était de 4,2 milliards en 1974, soit presque la moitié de la population actuelle. La partie suivante est un dessin de notre système solaire. Le grand carré jaune est le Soleil. Viennent ensuite toutes les planètes de notre système, y compris Pluton. À l'époque, elle était considérée comme une planète. La Terre est un peu décalée vers le haut pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre d'où vient ce message. Et le dernier dessin représente l'observatoire d'où ce message a été envoyé. Ce signal est maintenant en route vers l'amas d'étoiles M13 à 25 000 années-lumière de la Terre. Il n'arrivera donc pas avant 25 000 ans. Et il nous faudra 25 000 ans de plus avant d'obtenir une réponse, s'il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté qui peut recevoir le signal. Si le signal de Proxima Centauri est lui aussi un message, nous aurons besoin de temps pour le décoder. Alors, allumons notre machine à calculer super puissante et attendons le résultat. Mais ce n'est pas le premier signal mystérieux que nous captons sur Terre. Des scientifiques ont enregistré un signal inhabituel appelé WOW en 1977. Ils ont supposé qu'il provenait de la constellation du Sagittaire. Le télescope a capté ce signal pendant une durée impressionnante de 72 secondes. Plus tard, l'un des scientifiques a conclu que le signal était artificiel. Il a écrit « Wow » sur la page d'impression, tout simplement sa réaction. Les observations et études suivantes ne nous ont pas permis de capter à nouveau ce signal. Selon certaines théories, il provenait d'un vaisseau spatial qui passait par là. Et comme il était reparti, nous ne pouvions plus détecter son signal. Mais le plus probable est qu'il ait été créé sur Terre. Dirigé vers le haut, il se serait réfléchi sur un objet à haute altitude, par exemple sur un avion, un satellite, ou sur des débris spatiaux en orbite autour de notre planète. Ensuite, il aurait été capté par le télescope. Et comme il avait été créé par l'homme, toutes ses caractéristiques, comme sa longueur d'onde et sa fréquence, ont pu dérouter les scientifiques. En 2017, des scientifiques ont enregistré une éruption sur Proxima Centauri. La luminosité de l'étoile a été multipliée par 1000 en seulement 10 secondes. Avant cela, il y avait eu une autre éruption, plus faible, mais qui a duré environ 2 minutes. Avec ces éruptions, Proxima Centauri a émis d'énormes quantités de radiation. S'il y avait de la vie sur la planète proche de l'étoile, ces éruptions l'auront probablement détruite. Les vents stellaires auront simplement anéanti l'atmosphère de la planète et rendu sa surface impropre à la vie. Dans l'ensemble, la planète Proxima Centauri B reçoit 60 fois plus de rayonnement à haute énergie et 400 fois plus de rayons X que la Terre. Les scientifiques ont conclu qu'il n'y a qu'une chance sur 100 millions qu'il y ait de la vie sur cette planète. Et même si nous ne savons pas encore avec certitude si le signal était artificiel ou naturel, le scénario d'un groupe de vaisseaux spatiaux débarquant soudain sur Terre est très probablement impossible. Notre seule méthode pour rechercher des civilisations extraterrestres est d'utiliser les ondes radio. Elles sont comme un bruit fort qui part de notre planète dans différentes directions à la vitesse de la lumière. Le principal problème ici, ce sont les distances gigantesques. Notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre de 100 000 années-lumière. Suppose qu'il y ait de la vie à l'autre bout. Si nous leur envoyons un signal radio, il n'atteindra pas la planète avant 100 000 ans, et nous ne recevrons pas de réponse avant 200 000 ans. Ce serait la même chose si quelqu'un voulait un jour nous contacter.
Nous n'avons pas appris à créer et à recevoir des signaux radio avant le 19e siècle. Si une civilisation est apparue en même temps que nous, quelque part dans la Voie lactée, et qu'elle a inventé la radio, nous ne recevrons pas son signal avant plusieurs millénaires. De plus, le bruit radio de notre planète commence à s'estomper. Nous utilisons le Bluetooth, la fibre optique, la télévision par câble. Dans environ 100 ans, nous ne serons plus audibles pour les autres mondes. Ou pire encore, imagine qu'il y ait eu quelque part une civilisation qui envoyait des signaux dans l'espace. Les signaux atteignaient notre planète, mais nous n'avions pas encore la technologie pour les capter. Puis, ce monde émetteur a évolué et son signal s'est éteint. Nous aurions pu capter des restes d'ondes radio à la dérive dans l'univers, mais nous avons installé nos antennes trop tard. Il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Chacune d'entre elles contient des milliers de milliards d'étoiles semblables à notre Soleil. Il y a peut-être une planète près de l'une d'elles qui ressemble à la nôtre. La vie pourrait y être apparue. Cette civilisation lointaine, tout comme nous, regarde dans ses télescopes et espère capter un jour le signal radio d'une planète inconnue. Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu. Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons. C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement. Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver, et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve, et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes. Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie.
Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius. Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée et aujourd'hui requalifiée de planète naine, a un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens. Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes. Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet. Personne ne pourrait t'entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil.
Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que, d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres.